Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Alexandre Petem et je suis directeur des politiques chez Youth for Youth Québec. J'ai une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal et ça fait maintenant plusieurs années que je m'intéresse à rendre la politique plus accessible. À travers cette vidéo, moi-même et d'autres intervenants allons vous aider à mieux comprendre les élections provinciales de 2026. Et pour être clair dès le départ, l'objectif n'est pas de vous dire pour qui voter. Il s'agit plutôt de faire en sorte que, lorsque l'élection aura lieu, vous ne vous sentiez pas perdu face à ce qui se passe. Pour beaucoup de gens, les élections peuvent sembler complexes et abstraites. Il y a beaucoup de partis politiques, beaucoup de promesses, et ce n'est pas toujours évident de voir comment le tout vient ensemble. Pendant les prochaines minutes, je vais aborder avec vous 3 éléments. D'abord, comment fonctionnent les élections? Qui sont les 5 principaux partis politiques en 2026? Et nous terminerons aussi avec quelque chose qu'on appelle la question de l'urne. OK, commençons par les bases. La prochaine élection provinciale doit avoir lieu au plus tard le 5 octobre 2026. On pourrait penser donc que c'est la date officielle, mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Selon la loi québécoise sur les élections à date fixe, le scrutin est prévu le premier lundi d'octobre, tous les 4 ans au plus tard. Cela dit, une élection peut en fait être déclenchée plus tôt. Par exemple, si le gouvernement perd un vote important, ou encore s'il juge qu'il s'agit d'un bon moment d'un point de vue stratégique pour déclencher des élections, il peut le faire. Donc, la loi sur les dates fixes donne un cadre, mais elle n'est pas absolue. Une fois l'élection déclenchée, on entre dans ce qu'on appelle la campagne électorale. Cette période dure entre 33 et 39 jours, donc à peu près un mois, un peu plus. La dernière a eu lieu en 2022, durant la COVID, et celle d'avant, en 2018. C'est pendant la campagne que tout s'accélère. Il y a des débats entre les chefs de parti, des publicités à la télévision et sur vos médias sociaux. Les partis font des promesses et il y a une possibilité que vous voyez des politiciens dans vos communautés. Pendant la campagne, il y a des règles pour assurer l'équité. Seules les personnes qui ont le droit de vote peuvent faire des dons, pas les entreprises ni les syndicats. Et il y a une limite au montant. Les partis politiques et les candidats sont les principaux acteurs autorisés à dépenser de l'argent pendant la campagne. Et ils doivent respecter des limites strictes et rendre leurs dépenses publiques. Le but est de garder les élections transparentes et de limiter l'influence de l'argent. Maintenant, parlons du système qui encadre l'élection elle-même. Le Québec utilise ce qu'on appelle un système majoritaire à un tour. Voici l'idée de base. La province est divisée en 125 circonscriptions électorales qu'on appelle aussi très simplement des comtés. Je vais utiliser les 2 mots durant cette présentation. Vous pouvez voir un comté comme étant votre zone politique à vous, votre zone locale. C'est là où vous habitez et tout le monde vote pour les mêmes candidats que vous. Par exemple, aujourd'hui, je vous parle depuis le comté de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Chaque comté élit une personne pour les représenter à l'Assemblée nationale du Québec. L'Assemblée, c'est l'endroit où les élus se réunissent pour débattre et adopter des lois. La personne élue dans chaque comté s'appelle un ou une députée. Donc, quand vous votez pour une personne dans votre comté pour vous représenter ici. Maintenant, voici l'élément clé. La personne qui obtient le plus de votes gagne. C'est tout. Elle n'a pas besoin de 50% plus 1. Elle n'a pas besoin d'une majorité, quoi. La personne doit juste avoir plus de votes que les autres candidats dans son comté. Si on reprend l'exemple ici à l'écran, le candidat jaune reçoit 30%, le candidat violet 45%, le candidat jaune 15% et le candidat turquoise 10%. Cela veut dire que le candidat violet gagne, même si au total, 55% des électeurs ont choisi quelqu'un d'autre. Ce qu'on vient de voir, c'est pour une seule circonscription.
Mais le même principe s'applique dans les 125 comtés à travers du Québec. Donc, au final, ce qui compte, ce n'est pas le nombre total de votes à l'échelle de la province, mais bien le nombre de comtés que chaque parti gagne. Un parti qui gagne le plus de comtés, même s'il n'a pas obtenu le plus de votes au total, est celui qui formera le prochain gouvernement. Ça peut surprendre la première fois qu'on l'entend. On a souvent la tendance à penser qu'une élection, c'est une question de majorité, mais dans ce système, le nôtre, c'est surtout une question d'arriver en tête. Autre point important, vous ne votez pas directement pour le premier ministre, la personne qui dirigera la province. Alors, comment est-ce qu'on choisit ce premier ministre? Après l'élection, le parti qui gagne le plus de sièges forme le gouvernement et le chef de ce parti devient donc le premier ministre du Québec. Cela dit, même si vous ne votez pas directement pour cette personne, plusieurs électrices et plusieurs électeurs tiennent compte des chefs de parti dans leurs décisions. En pratique, on pense donc souvent à la fois au candidat dans son comté et au chef du parti au moment du vote. Avant de passer aux partis politiques eux-mêmes, prenons un moment pour clarifier ce qu'est un parti politique. Un parti, c'est un groupe organisé de personnes reconnues par Élections Québec qui partagent des idées sur la façon dont le gouvernement devrait fonctionner. Au niveau provincial, ces idées peuvent toucher des sujets comme l'économie, l'éducation, la santé, etc. Les partis présentent des candidats dans différents comtés et leur objectif est de former le gouvernement afin de mettre leurs idées en œuvre. Chaque parti met de l'avant des priorités différentes, mais toutes cherchent, à leur manière, à convaincre les Québécois et les Québécoises que leur approche est la meilleure pour gouverner. OK, avec tout cela en tête, regardons maintenant les partis politiques présents lors de la prochaine élection. Pour simplifier le tout, nous allons nous concentrer sur les 5 principaux partis, ceux qui ont une représentation à l'Assemblée nationale. Les voici, du plus grand au plus petit nombre de sièges. La Coalition Avenir Québec, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, le Parti québécois et enfin le Parti conservateur du Québec. Je vais vous présenter chacun de ces partis de la même façon. En premier, leur chef, le nombre de sièges qu'ils détiennent et leurs grandes priorités. Il est important de noter que, même si les promesses changent, les partis gardent souvent les mêmes grandes priorités. Je vais donc vous les présenter. Cela dit, je vous encourage à consulter les sites des partis et à suivre l'actualité pour en faire vos propres opinions. Commençons avec la Coalition Avenir Québec, souvent appelée simplement la CAQ. Il s'agit du parti actuellement au pouvoir avec 80 des 125 sièges à l'Assemblée nationale. M. François Legault a dirigé le parti depuis sa création en 2011 et il a été premier ministre pendant près de 8 ans avant de démissionner en janvier. Une course à la direction a ensuite eu lieu pour choisir un nouveau chef. Comme la CAQ est au pouvoir, ce chef devient aussi en même temps premier ministre. Madame Christine Fréchette a été élue chef et elle est maintenant la première ministre. Parlons maintenant des priorités du parti. La CAQ ne soutient pas l'indépendance du Québec, mais elle n'est non plus aussi clairement pro-Canada que le Parti libéral du Québec l'est. On en parlera plus en détail d'eux à la prochaine diapositive. La CAQ, plutôt, veut plus d'autonomie pour le Québec dans le Canada, dont plus de pouvoir sur certaines décisions. Le parti met aussi l'accent sur la protection et la promotion de la langue française, ainsi que sur l'identité québécoise. Enfin, la CAQ met l'accent sur la stabilité économique, comme la croissance et des finances publiques équilibrées. OK, passons maintenant au Parti libéral du Québec. Souvent appelé le PQ ou simplement les libéraux, ce parti est dirigé par M. Charles Milliard et détient actuellement 18 des 125 sièges à l'Assemblée nationale. Charles Milliard n'est pas lui-même député. C'est rare, mais un chef de parti peut ne pas siéger à l'Assemblée. Il sera candidat dans le comté d'Orford en Estrie à la prochaine élection. Le PLQ est ce qu'on appelle l'opposition officielle.
ce qui signifie qu'il détient le deuxième plus grand nombre de sièges après le parti au pouvoir, donc la CAQ, comme nous venons de voir. Il joue donc un rôle important en questionnant le gouvernement, en le tenant responsable de ses actions et en proposant des alternatives. Une priorité importante et de longue date du PLQ est le fédéralisme. Cela signifie que le parti appuie le maintien du Québec au sein du Canada plutôt que son indépendance. Le parti met également l'accent sur les droits et les libertés individuelles, notamment l'égalité devant la loi. Enfin, le PLQ met de l'avant le développement économique avec un accent sur des politiques qui soutiennent l'entreprise privée, l'investissement et la création d'emplois. Passons maintenant à Québec solidaire. Souvent appelé simplement QS, ce parti est dirigé par Mme Ruba Gazal et M. Sol Zanetti et compte actuellement 11 des 125 sièges, ce qui en fait le troisième parti. Le parti a adopté un modèle de co-porte-parole, généralement composé d'un homme ou d'une femme ou de deux femmes. Ruba Gazal et Sol Zanetti sont tous les deux députés. Elle représente Mercier à Montréal, lui, Jean Lesage à Québec. Une priorité de Québec solidaire est la justice sociale. Le parti accorde aussi l'importance à adresser le coût de la vie en proposant des mesures pour la rendre plus abordable. Une autre priorité est l'action climatique. Québec solidaire soutient également l'indépendance du Québec, partageant ainsi une position souverainiste avec le Parti québécois, dont nous allons en parler maintenant. Le Parti québécois, souvent appelé le PQ, est dirigé par M. Paul Saint-Pierre Plamondon, souvent désigné par ses initiales PSPP. Il est député du comté de Camille-Lorrain, dans l'est de Montréal. Le parti compte actuellement 7 des 125 sièges, ce qui en fait le quatrième parti. La priorité centrale du PQ est l'indépendance du Québec, c'est-à-dire le projet de faire du Québec un pays. En parallèle, le parti met traditionnellement l'accent sur la protection de la langue française ainsi que sur l'identité québécoise. Le PQ appuie aussi plus d'autonomie pour le Québec en attendant cette indépendance, surtout dans des domaines comme la culture et l'économie. OK, terminons avec le Parti conservateur du Québec. Souvent appelé le PCQ ou simplement les conservateurs, ce parti est dirigé par M. Éric Duhaime. Comme le chef des libéraux, il n'est pas député lui-même en ce moment. Il n'a pas encore annoncé dans quel comté il se présentera. À la dernière élection, il était candidat dans Chauveau, dans la région de Québec. Le PCQ a actuellement un seul siège à l'Assemblée nationale, ce qui en fait le plus petit des 5 partis. Une priorité du PCQ est de réduire les impôts. Le parti veut aussi que cet État soit plus petit, avec moins d'intervention dans la société et l'économie. Enfin, il met l'accent sur la liberté individuelle, donc plus de choix dans les décisions personnelles et économiques. Comme vous pouvez le voir, même si certains enjeux se ressemblent, les partis proposent des approches assez différentes les uns des autres. Une des meilleures façons d'en apprendre davantage sur les partis, c'est de regarder un débat des chefs. Ça permet de voir les chefs s'expliquer, ils expliquent leurs idées et ils répondent à des questions. Ça peut vous aider à mieux comprendre leurs différences. La date et l'heure sont généralement annoncées au début de la campagne électorale, où vous pouvez facilement les trouver en ligne. OK, maintenant passons à la question de l'urne. Le terme peut sembler un peu abstrait, honnêtement, mais l'idée elle-même est assez simple. Il s'agit de la principale question que plusieurs électrices et plusieurs électeurs ont en tête au moment du vote. Dans chaque élection, il y a bien sûr plusieurs enjeux en cours, pensez le logement, l'environnement, l'emploi, etc. Mais souvent, une question finit par ressortir davantage et influence la manière dont les gens prennent leurs décisions. Bref, ça résume ce que l'élection représente pour plusieurs personnes. Cela dit, cette question est très difficile à prédire et elle n'est pas la même pour tout le monde. Parfois, on parle d'une élection de changement.
Ceci est une élection où beaucoup d'électeurs se demandent s'ils veulent garder le gouvernement actuel ou changer complètement la direction. Les partis essaient donc de se présenter comme étant la meilleure option. Mais soyons clairs, toutes les élections ne sont pas des élections de changement. Certaines portent plutôt sur la continuité, où les électeurs choisissent de garder le cap, garder la direction, voire le parti actuel en place. Mais au final, il n'y a pas une seule raison pour laquelle les gens votent, et c'est tout à fait normal. Chaque électeur et chaque électrice a des priorités et des préoccupations différentes. Certaines personnes pensent surtout aux enjeux qui leur touchent, comme le coût de la vie, le logement. D'autres se concentrent davantage sur le leadership, l'économie ou la direction de la province. Il faut aussi garder en tête que ces priorités peuvent évoluer dans le temps. Certains enjeux peuvent prendre plus ou moins d'importance d'une élection à une autre. Donc, en réfléchissant à cette élection, vous pouvez vous demander, quels sont, selon vous, les enjeux les plus importants en ce moment? Et quels partis y semblent les plus attentifs? Pour donc conclure cette première partie, nous avons vu comment fonctionne le système électoral. Nous avons présenté les principaux partis politiques et leurs enjeux prioritaires. Enfin, nous avons exploré l'idée de la question de l'urne et le principe que tout le monde peut voter pour ses propres raisons. Merci beaucoup. Salut, je m'appelle Nicolas et je travaille à Élections Québec. Aujourd'hui, on vous propose d'en apprendre plus sur le processus électoral québécois, sur la façon dont les citoyennes et citoyens peuvent voter et d'en apprendre plus sur un acteur clé de notre démocratie, Élections Québec. Élections Québec, c'est un organisme qui est neutre et impartial. Sa mission, c'est d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections. Nous sommes responsables d'organiser les élections provinciales au Québec. Nous soutenons également les municipalités québécoises et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. Nous faisons aussi respecter les règles de financement politique, informons les citoyennes et les citoyens et proposons des améliorations au processus électoral. Mais quelles sont les conditions pour pouvoir voter au Québec? Allons voir ma collègue Caroline Paquette pour en discuter. Bonjour Caroline. Bonjour Nicolas. Dis-moi Caroline, qui peut voter au Québec? Il faut avoir 18 ans et plus. Il faut être citoyen ou citoyenne canadienne. Il faut habiter au Québec depuis au moins 6 mois le jour de l'élection. Et également, il ne faut pas avoir perdu ses droits électoraux. Je vais rajouter à ça, il faut être inscrit à la liste électorale, bien entendu. Sinon, on ne pourra pas voter. Comment on peut vérifier si on est inscrit sur la liste électorale? On va sur le site web d'Élections Québec, sur la page « Vérifier son inscription à la liste électorale ». On rentre ensuite nos coordonnées, son nom, en fait, la date de naissance et son adresse. Et puis là, on a un petit clic, on voit si on est bien sur la liste électorale. Normalement, là, on est inscrit sur la liste électorale si on remplit les critères. Mais si ce n'est pas le cas, on fait une petite demande à Élections Québec. Là, on communique avec Élections Québec, puis on va faire, nous, de notre côté, on va procéder à la révision là, d'un électeur sur la liste électorale. Très bien, c'est facile. Élections Québec envoie différents documents informatifs durant la période électorale. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, absolument. Donc, au début de la période électorale, vous allez recevoir, en fait, les électeurs vont recevoir là, un avis d'inscription. Sur cet avis d'inscription-là, on va avoir d'abord tous les résidents là, qui habitent à la même adresse. Donc, c'est une façon aussi de vérifier si on est inscrit sur la liste électorale. Ensuite, on va avoir l'endroit, l'heure et la journée pour les votes par anticipation. Donc, c'est possible avec cette carte-là de se rendre à l'endroit, là, le bureau de vote pour le vote par anticipation. Puis ensuite, quelques jours là, avant le jour du scrutin, on reçoit une carte de rappel de couleur jaune avec également là, le bureau, l'endroit, donc l'adresse, les heures et la journée de vote pour aller voter le jour du scrutin. Puis sur cette même carte-là, on a également la liste des candidats et des candidates là, dans une circonscription donnée pour l'élection. Merci pour toutes ces informations, Caroline. Ça fait plaisir. Mon collègue François Lamy va maintenant nous expliquer comment voter. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué.
Suivez-moi, je vais vous montrer comment que ça se passe quand on va voter. Lorsque vous arrivez au lieu de vote, le personnel électoral vous accueille à l'entrée et vous dirige vers votre table de vote. Vous pouvez montrer votre carte de rappel si vous l'avez, mais ce n'est pas obligatoire. S'il y a déjà un électeur à la table de vote qui vous est assigné, vous devez attendre le signal du personnel pour vous avancer vers la table. Lorsque vous arrivez à la table de vote, présentez l'une des 5 pièces d'identité acceptées et dites votre nom et votre adresse à visage découvert au personnel électoral. Ensuite, le personnel vous remettra votre bulletin de vote et un crayon. Il vous expliquera aussi comment voter. C'est le moment tant attendu. Rendez-vous derrière l'isoloir avec votre bulletin et le crayon. Sur le bulletin de vote, faites un X, un crochet ou une autre marque dans un seul cercle à côté du nom de la candidate ou du candidat de votre choix à l'aide du crayon que vous a remis la scrutatrice. L'important, c'est que la marque soit claire. Lorsque vous avez marqué votre bulletin de vote, repliez-le comme il vous a été remis. Votre vote reste secret. Retournez à la table de vote, détachez le talon de votre bulletin en suivant le pointillé et remettez-le au personnel. Déposez votre bulletin de vote dans l'urne, le tour est joué. Vous avez voté. Dès que vous avez déposé votre bulletin de vote dans l'urne, il est protégé. Personne ne peut modifier votre marque. À la fermeture des bureaux de vote, une équipe de 2 personnes contrôle les votes à la main. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à votre tour. Maintenant qu'on sait voter, reste à faire un choix. C'est pas toujours facile d'avoir de l'information sur les candidatures et les partis politiques. Pour nous éclairer, allons voir mon collègue Gabriel sauver le siège. Bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour alimenter notre réflexion ou nous aider à y voir plus clair? Bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, ce n'est pas un examen d'école, mais on peut toujours commencer en se demandant qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes intérêts? Ça, on peut en parler avec notre famille, avec nos amis. Ça peut nous amener à réfléchir aussi, à nous donner des pistes, voir eux qu'est-ce qu'ils pensent. Ensuite, ben, on peut s'intéresser à l'actualité. Ça peut être un gros contrat aussi, là, comme ça. Bien, on peut se dire qu'on commence avec un sujet qui nous intéresse, avec un sujet qu'on connaît un peu déjà ou ce qui nous donne envie de continuer à lire. On peut le faire avec des articles, on peut le faire sur le web, on peut le faire à la télé, à la radio, dans des balados. Il y a plein de façons de s'informer aujourd'hui. L'idée, c'est de commencer avec quelque chose qui nous intéresse. Ensuite, il y a les partis politiques qui vont avoir, les candidats aussi, les partis politiques vont avoir sur leur site Internet ou sur leurs médias sociaux, ils vont parler de leurs engagements, ils vont parler de leurs valeurs, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils proposent. Ça peut être une façon de regarder en fonction de nous, nos valeurs ou de nous, qu'est-ce qu'on juge important. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça nous donne envie de voter pour ces gens-là? Puis évidemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent les médias sociaux pour s'informer aujourd'hui. L'important, c'est de garder en tête que tout n'est pas toujours vrai, puis aussi qu'on peut aller plus loin que ce qui nous est proposé. Hein. Les algorithmes nous proposent de l'information sur notre fil d'actualité, mais c'est pas toujours neutre et on peut aller plus loin en nous-mêmes en allant chercher des comptes qui nous intéressent. On le sait, en période électorale, on voit vraiment beaucoup d'informations, entre autres sur les médias sociaux. On le sait, elles ne sont pas toutes fiables. Alors, comment on peut s'outiller contre les fausses informations? Il y a plusieurs façons de faire pour essayer de trouver des indices pour nous permettre de voir si c'est une information qui est fiable. Souvent, là, la base, c'est d'aller voir la source. Qui communique, qui est derrière la publication? Est-ce que c'est une source qui est crédible, qui a une expertise sur le sujet dont elle parle ou aucun rapport avec le sujet? Ensuite, voir le ton de la publication. Si c'est trop émotif ou un peu sensationnaliste, ben, peut-être que l'objectif, c'est pas de nous informer, mais plus de nous faire réagir. Donc, vérifier, contrôler nos émotions avant de partager, de relayer une info. Puis aussi, ben, de s'intéresser aux faits. Est-ce qu'on peut les vérifier? Est-ce que si c'est un extrait ou une capture d'écran, est-ce qu'on peut retrouver l'article? Est-ce qu'on peut retrouver le reportage ou la vidéo complète? Des fois, il y a des images qui peuvent être vraies, mais elles sont tirées hors contexte. Fait que c'est plus tout à fait la bonne information qu'on nous communique. Mais c'est déjà des bons réflexes à avoir. Puis on n'est pas obligé de toutes les faire en même temps, mais tranquillement, petit à petit, on peut les ajouter. Est-ce que c'est une bonne idée de m'informer sur les élections à l'aide de l'intelligence artificielle? Bien, l'intelligence artificielle, il n'y a aucune garantie que l'information générée va être exacte ou complète. C'est le rôle d'Élections Québec d'informer le public. On organise les élections, mais on rend aussi disponible plein d'informations à la fois par la poste, mais aussi en ligne sur notre site Web. Il y a notamment 2 sections. Il y a une section qui s'appelle « Comprendre » ou « Voter » qui nous permet de savoir où voter, quand voter, aussi de comprendre comment on peut s'inscrire à la liste électorale, comment ça fonctionne, le décompte
décompte des votes, comment on compte les votes à la fin de la journée. Ça, c'est disponible en français et en anglais. On fait aussi des vidéos d'information sur notre compte Instagram, sur Facebook. Fait qu'on essaie de multiplier les façons de rendre de l'information qui est exacte, qui est précise, pour que les gens puissent s'informer avec toute confiance. Merci, Gabriel, pour toutes ces informations. Merci à toi. Il y a différentes façons de participer à la démocratie. Par exemple, savez-vous qu'il est possible de travailler lors des élections? Allons voir ma collègue Jessica Beaulieu pour en discuter. Bonjour Jessica. Bonjour. Dis-moi Jessica, les personnes qui veulent travailler aux élections, est-ce qu'elles reçoivent un salaire? Ben oui, certainement qu'elles reçoivent un salaire. C'est drôle, hein, on dirait que les gens pensent parfois que c'est du bénévolat, travailler dans le cadre des élections. Je l'entends souvent, mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est des emplois qui sont quand même bien payés. Le salaire, ça varie entre environ 20 et 27 de l'heure, là, évidemment, selon le poste occupé. Si quelqu'un veut savoir le taux horaire pour chacun des salaires, toute l'information est disponible sur le site web d'Élections Québec. Si on va dans la section carrière, on a vraiment la description des différents postes qui sont disponibles, le taux horaire, puis on a même une petite vidéo sympathique là, qui explique les tâches qui sont associées à chacun des postes. Puis qui peut appliquer sur ces postes-là? C'est vraiment ouvert à un très grand nombre de personnes. En fait, pour travailler dans le cadre des élections, il faut d'abord être citoyen canadien. Il faut habiter au Québec depuis au moins 6 mois. Puis, il faut avoir 16 ans et plus. Donc, on pourrait penser que c'est réservé aux gens qui sont électrices ou électeurs, mais non. Déjà, depuis quelques années, les jeunes de 16 ans et plus peuvent travailler dans le cadre des élections. Donc, je pense que ça fait vraiment une expérience de travail qui est intéressante. Puis, comment les personnes intéressées vont pouvoir postuler? La façon la plus simple de postuler, c'est d'aller sur le site web d'Élections Québec. Dans la section carrière, on a un formulaire en ligne pour postuler. Donc, il suffit de donner ses informations, ses coordonnées, indiquer le ou les catégories de postes qui nous intéressent, les disponibilités. On peut préciser si on a de l'expérience ou non. Comme je mentionnais, c'est vraiment pas essentiel d'en avoir. On clique sur « Soumettre » et voilà, le tour est joué. Puis, le recrutement va commencer à partir du déclenchement de l'élection parce que c'est fait en circonscription. Donc, dès le décret jusqu'au dernier jour là, qui précède le jour de l'élection, il y a du recrutement qui se fait en circonscription. Merci pour toutes les informations, Jessica. Ça fait plaisir. Alors voilà, vous en connaissez maintenant un peu plus sur le rôle d'Élections Québec et les différentes façons de participer à la démocratie. Pour avoir les bonnes informations sur le processus électoral et les prochaines élections, je vous invite à visiter le site web d'Élections Québec. C'est la référence à privilégier. Je vous remercie de votre écoute et on se voit dans un bureau de vote. Allô, moi c'est Ash. Je suis la directrice des communications chez l'Apatie C'est Plate. L'Apatie C'est Plate, c'est un organisme de bienfaisance non partisan qui soutient et outille les jeunes pour qu'ils deviennent les citoyens actifs dans la démocratie canadienne. Une partie de ce travail, c'est notre initiative Vote. L'objectif de Vote, c'est de donner aux jeunes Canadiens l'information, la motivation et le soutien nécessaires pour voter aux élections, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. On sait que, historiquement, tout le monde n'a pas eu le même accès au système démocratique traditionnel, comme le vote. Ça inclut des jeunes qui n'ont pas fait d'études universitaires, des jeunes qui ont été marginalisés ou encore des jeunes qui ont immigré au Canada dans les 10 dernières années. Notre objectif, c'est de rendre l'information la plus accessible possible. Pour nous, une démocratie forte est une démocratie où tout le monde peut participer, se faire entendre et agir pour changer les conditions dans lesquelles il vit. Aujourd'hui, on va justement prendre un moment pour parler de participation des jeunes aux élections et de pourquoi ça compte. Dans ce graphique, vous voyez le taux de participation aux élections selon les groupes d'âge au fil du temps. Vous allez remarquer que les 18 ans à 24 ans votent généralement moins que le reste de la population. Pourquoi selon vous? Est-ce que c'est une manque d'infos, un manque d'intérêt, le sentiment que ça ne change rien ou autre chose? Prenez un instant pour y penser. Voici quelques raisons pour lesquelles les jeunes choisissent de voter ou de ne pas voter.
Du côté de celles et ceux qui votent, on entend souvent faire son devoir citoyen, vouloir que les choses changent, soutenir un parti ou un candidat en particulier. Et du côté de celles et ceux qui ne votent pas, on entend souvent ne pas savoir qu'il y avait une élection, être juste trop occupé ou avoir l'impression que leur vote ne fera pas une différence. Prenez un moment aussi pour y réfléchir. Est-ce que vous avez déjà voté? Et si oui, c'est quoi votre premier souvenir lié au vote ou aux élections? Et surtout, quels sont vos plans pour les prochaines élections provinciales en octobre? Voter pour la première fois peut être une expérience marquante. C'est aussi important de savoir que plusieurs campus offrent des ressources pour voter. On vous encourage vraiment à en profiter. Donc, pourquoi est-ce que ça compte? Les jeunes se préoccupent de ce qui se passe dans le monde, mais on entend souvent qu'on ne se présente pas voter. La confiance envers le gouvernement et les institutions est parfois faible, et plusieurs ont l'impression que leur voix ne change rien. Mais en réalité, voter, c'est justement une façon de prouver le contraire. C'est montrer qu'on est là et que notre voix compte. Alors, on fait quoi maintenant? Aller voter, en parler avec ses amis et sa famille, s'informer sur les enjeux, travailler dans un bureau de vote ou s'impliquer dans une campagne ou soutenir une cause qui nous tient à cœur. Peu importe quand vous écoutez ça, que ce soit en mai, juin, juillet, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Aucune action n'est trop petite. Pensez aux enjeux qui ont un impact directement sur votre vie, comme le coût de vie, le système d'éducation ou le système de santé. Beaucoup de ces enjeux relèvent du gouvernement provincial. Donc, voter, c'est vraiment une façon très concrète de faire entendre votre voix. Les personnes élues sont là pour vous représenter. D'ici le jour du vote, vous pouvez commencer à en parler autour de vous, réfléchir aux enjeux qui vous touchent et voir s'il y a des initiatives ou des campagnes que vous voulez soutenir. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter notre site web à l'apathie c'est plate ou notre Instagram @apathyisboring. On va aussi partager de l'info utile avant les élections. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter et surtout, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Salut, ici Frishta. Je fais partie de l'équipe Polyjeune et aujourd'hui, je suis devant vous pour parler des politiques. Mais avant tout, je vais prendre un moment pour présenter Polyjeune. Donc, dans le fond, je fais partie d'un groupe d'étudiants du cégep et de l'université réunis au sein d'un organisme à but non lucratif pour une mission: encourager l'engagement des politiques, des jeunes à travers le Québec. Dans un contexte où la politique peut parfois sembler distante, voire complexe à quelques moments, Polyjeune cherche à la rendre plus accessible et vivante. Notre objectif est de former une génération de jeunes informés, engagés et capables de participer activement à la vie politique, à tous les niveaux de gouvernement que ce soit. Polyjeune agit comme un véritable pont, comme pont Jacques-Cartier, entre les jeunes et les sphères du pouvoir en créant des espaces de réflexion ouverts et non partisans ou transpartisans. À travers des activités, des débats et la mise en lumière des parcours inspirants, nous souhaitons éveiller un réel intérêt pour la politique chez la relève. Salut, moi c'est Youssef, directeur du contenu chez Polyjeune. Je vais vous commencer par vous poser une question. Savez-vous ce qu'est un stage? Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas juste apporter du café ou faire de l'observation. Dans la plupart des cas, les étudiants ont des tâches concrètes et participent réellement au travail. Effectivement, prenons l'exemple d'un hôpital dans le nord de Montréal qui accueille environ 550 étudiants chaque jour. Ces étudiants proviennent de différents niveaux de formation, incluant l'université, le cégep et des programmes de formation professionnelle. Ils travaillent dans des domaines comme les services médicaux, les soins infirmiers, les services techniques et professionnels, ainsi que dans la recherche. Autrement dit, ils participent directement à des secteurs essentiels et contribuent au fonctionnement du système. Au Québec, la majorité des stages obligatoires pour obtenir un diplôme ne sont pas rémunérés. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, environ 84% des étudiants ne reçoivent pas de pleine compensation pour leur stage. Cela signifie que pour la plupart des étudiants, terminer leur programme implique de travailler gratuitement tout en respectant leurs exigences académiques. Malgré cette contribution, la majorité de ce travail demeure non rémunéré. Bien que l'instauration de stages payés à l'échelle du Québec représenterait un coût estimé à 388 millions de dollars, cet investissement permettrait de réduire la pression financière sur les étudiants et de mieux reconnaître la valeur de leur travail.
Il ne s'agit pas seulement d'une question de coût, mais aussi d'équité et de reconnaissance envers les jeunes. Malgré cette contribution, une grande partie des stages reste non rémunérés. L'instauration de stages payés à l'échelle du Québec a été estimée à environ 388 millions de dollars. Une telle mesure pourrait avoir différents impacts, autant sur la situation financière des étudiants que sur la reconnaissance de leurs contributions, selon les points de vue. Permettez-moi de vous poser une autre question. Pensez-vous que les jeunes sont bien représentés dans les décisions politiques ? À l'Assemblée nationale du Québec, les jeunes demeurent sous-représentés par rapport à leur poids dans la population. L'âge moyen des élus est d'environ 51 ans et seulement environ 12,8% ont moins de 40 ans. Cela signifie que, bien que des jeunes soient présents, leur représentation ne reflète pas pleinement la réalité démographique de la société québécoise. Cette question est débattue depuis plusieurs années. Dès 2016, des propositions étaient déjà formulées pour favoriser une plus grande inclusion des jeunes dans les postes de leadership au sein des institutions publiques. Le fait que ces discussions soient toujours d'actualité suggère que les progrès ont été limités et graduels. Fait intéressant, il ne s'agit pas d'un phénomène récent. Les données historiques montrent que l'âge moyen des élus est resté relativement stable dans le temps. En 1923, il était d'environ 49,6 ans, comparativement à environ 50,6 aujourd'hui. Malgré les transformations majeures de la société, la composition d'âge des institutions politiques a peu évolué. Dans l'ensemble, bien qu'il existe des efforts et des discussions autour de l'inclusion des jeunes, le niveau actuel de représentation ne reflète pas encore pleinement leur place dans la société. Cela soulève une question importante sur la représentation dans la prise de décision et sur la place accordée à la voix des jeunes. Pour conclure, les stages non rémunérés et la faible représentation politique des jeunes mettent en lumière un enjeu plus large. Cela nous amène à réfléchir à une question très simple. Si les jeunes représentent une part importante de la société, comment les systèmes peuvent-ils mieux reconnaître leurs contributions et faire entendre leur voix ? Salut, je m'appelle Neila, directrice des communications chez Polyjeune. Je vais commencer par vous poser une question. Combien d'entre vous se sentent confiants à l'idée de pouvoir payer leur propre logement dans un futur proche ? Pour de nombreux jeunes au Canada, cette question devient de plus en plus difficile à répondre. L'accès à un logement abordable n'est plus une simple étape vers l'indépendance, mais un obstacle majeur qui ralentit leur passage à l'âge adulte. Les jeunes sont particulièrement touchés par la crise du logement, alors qu'environ 45% des Canadiens sont inquiets de leur capacité à payer leur logement. Ce chiffre atteint 59% chez les 20 à 35 ans. Cela montre que la jeune génération fait face à un niveau d'incertitude disproportionné lorsqu'il s'agit d'un besoin aussi fondamental qu'avoir un endroit où vivre. Une des raisons principales est leur positionnement sur le marché du logement. Environ 63% des 15 à 29 ans sont locataires, contre seulement environ 33% pour l'ensemble de la population. Cela signifie que les jeunes sont beaucoup plus exposés à la hausse des loyers et à l'instabilité des conditions de logement. Les conséquences sur leur mode de vie sont importantes. De plus en plus de jeunes adultes retardent leur départ du domicile familial. En effet, près de la moitié des 25 à 34 ans vivent encore chez les parents. Et même lorsqu'ils quittent le domicile familial, ils doivent souvent faire des compromis. La colocation devient de plus en plus fréquente, non pas par choix, mais par nécessité. Sur le plan financier, le poids est considérable. Une grande partie du revenu des jeunes est consacrée au loyer, ce qui laisse moins d'argent pour les besoins essentiels comme l'alimentation, les études ou l'épargne. Parallèlement, l'accès à la propriété reste extrêmement limité, avec seulement une minorité de jeunes capables d'acheter un logement. Cela accentue les inégalités entre ceux qui disposent de ressources financières et ceux qui n'en ont pas. Et au Québec, cette réalité est très concrète. Dans les villes comme Montréal, les loyers ont fortement augmenté ces dernières années et le taux de logement disponible est très bas. Résultat, trouver un appartement abordable devient de plus en plus difficile, surtout pour les jeunes. Dans l'ensemble, la crise du logement ne concerne pas seulement l'abordabilité, elle affecte directement l'autonomie des jeunes, retarde leur projet de vie et augmente leur vulnérabilité financière. Ce qui était autrefois une étape normale vers l'âge adulte devient aujourd'hui de plus en plus difficile à atteindre. Regardons maintenant un autre enjeu étroitement lié à cette réalité. L'insécurité alimentaire, c'est-à-dire la difficulté d'accéder à une alimentation suffisante et de qualité pour des raisons financières, touche une grande partie de la population du Canada, y compris les jeunes. Dans un contexte de hausse des prix des aliments, cette situation concerne non seulement les ménages à faible revenu, mais aussi certains étudiants et jeunes travailleurs. Selon Statistique Canada, la proportion de ménages en situation d'insécurité alimentaire est passée de 16,8% en 2019 à 22,9% en 2023, ce qui est une hausse assez considérable. Concrètement, cela peut se traduire de différentes façons chez les jeunes.
Une étude de l'Université de Montréal indique qu'environ 45% des jeunes de 19 à 25 ans ont connu au moins un épisode d'insécurité alimentaire au cours d'une année récente. Au Québec, des données récentes suggèrent qu'une part importante des 18 à 34 ans est concernée, avec différents niveaux d'intensité. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette situation, notamment l'augmentation du coût des aliments, le coût du logement et l'évolution des revenus. Les effets varient selon les situations. Certaines personnes peuvent modifier leurs habitudes alimentaires ou réduire certaines dépenses. Dans certains cas, cela peut avoir des répercussions sur la concentration, la réussite scolaire ou professionnelle, ainsi que sur le bien-être général. Pour conclure, la question de l'insécurité alimentaire, tout comme celle du logement, s'inscrit dans une réflexion plus large sur les conditions de vie des jeunes. Elle met en lumière des défis auxquels une partie d'entre eux peut être confrontée pour répondre à leurs besoins de base. Merci de nous avoir écoutés et qui sait, peut-être nous verrons-nous lors d'un de nos prochains événements. Suivez-nous sur Instagram pour rester informés.